Bon, vu que je suis motivé, je vais faire une analyse de chaque épisode. J'ai commencé tardivement comparé à tous les autres, mais bon, tant pis, de toute façon, il n'y en a pas tant que ça en France qui font des vidéos sur From. Je vais faire du coup une petite analyse de l'épisode, je vais relever un peu les détails que moi j'ai remarqués, et puis voilà. Première chose sur laquelle je vais bloquer moi dans l'épisode, c'est sur la plaque d'immatriculation. On voit en gros écrit le prénom Héloïse. Héloïse, c'était la sœur de Victor, et on n'a jamais retrouvé son cadavre. On peut faire un petit parallèle évident entre Victor et Ethan, et sa sœur et Julie, Miranda et Tabitha. Je pense que Ethan, lui, a eu des visions par rapport à... Enfin, il a eu de la connaissance, le petit Ethan, par rapport au lac des larmes. Et Julie, on a vu qu'elle avait justement... vu qu'on peut faire un parallèle entre Ethan et Julie, je pense qu'on peut facilement imaginer que peut-être que Héloïse, elle a aussi la capacité à voyager dans le futur. Si là les mecs qui nous mettent en gros plan comme ça, Héloïse, c'est qu'il y a un délire avec ce personnage-là. Un voyage dans le temps, peut-être qu'elle a modifié des trucs, peut-être que ils vont la développer plus tard, je sais pas, mais je pense qu'ils vont faire quelque chose. Ensuite, on voit le mec en jaune avec sa petite valise là, hein, après qu'il ait fumé Jim de manière. Jim le boss, qu'il ait détruit Jim en fait, il a one shot. Petite parenthèse, après avoir détruit Jim, il croise Julie et il dit à Julie, on se croise que dans voyageant dans le temps. Donc bizarre, le mec n'a pas l'air de voyager dans le temps, mais il a quand même déjà vu Julie. Donc je pense que par le passé, Julie a essayé, enfin Julie du futur a voyagé dans le passé pour essayer de changer des choses, mais elle n'a pas souvent réussi. Et à chaque fois, elle croisait le mec en jaune. Et très bizarre parce que le mec en jaune, lui, a dit exactement la même phrase, les mêmes mots que Ethan quand Julie a découvert ses pouvoirs. Il lui a dit on peut changer une histoire, ouais, mais pas quand elle est racontée. Il lui a dit la même chose, très bizarre. Est-ce qu'il a un lien avec Ethan? Est-ce que Ethan a eu un savoir comme Victor a le savoir? Je sais pas. Je ne prononcerai pas, je sais pas. Ensuite, il nous sort sa petite valise, hein, la même valise qu'on a vue dans je sais plus quel épisode, mais hop, je mets une image que Tabitha avait trouvée, hein, donc la robe de mariée. J'avais déjà fait une théorie dans ma vie, dans mon ancienne vidéo. Donc je pense que ce mec, il l'a depuis un moment et qu'il se déguise depuis un long moment. Je sais pas si les fantômes qui apparaissent, le fantôme du révérend et le fantôme du barman, si c'est lui aussi qui change d'apparence, ou si c'est une autre entité qui change d'apparence. Je sais pas. Je sais pas si lui c'est un même monstre que ceux qui sortent la nuit. Mais en tout cas, très bizarre, on peut faire un lien. En tout cas, parce que le gars change d'apparence. Et je pense pas que c'est vraiment le révérend et le barman. Et je pense que d'ailleurs le révérend et le barman sont la même entité. Cet épisode vraiment il est dur parce que, enfin pour surtout les personnages, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de perdre, hein, qu'ils ont aucun espoir. C'est-à-dire qu'ils ont eu une seule victoire dans ces années de désespoir et en fait bah, finalement c'est pas une victoire. Donc là dans l'épisode on a un boy totalement paniqué en fait là qui compte les balles pour voir s'il y en a assez pour buter tout le monde en fait pour qu'ils se suicident tous à coups de balles dans la tête. Avec cette petite scène, on apprend aussi que, du coup ils sont 47. Hein, Kenny avait retenu cette information-là, ils sont 47. Bizarre, donc on s'approche à peu près du chiffre de 50, hein, si on prend un chiffre rond. Donc je pense que ils n'ont pas lâché ce chiffre-là par hasard. Je pense qu'ils ont lâché ce chiffre-là parce que la population du coup de la ville doit être à peu près aux alentours de 50. Je reviendrai à ça plus tard. Un autre truc, c'est qu'au début, on voit Fatima du coup on voit Fatima qui vient d'accoucher, etc. Petite parenthèse, mais est-ce que se transformerait pas en monstre en fait? Est-ce qu'ils se transformeraient pas tous en monstres quelque part? Pour appuyer un peu le truc de Fatima qui se transforme en monstre, c'est bizarre parce que justement on sait qu'elle arrive en coccinelle et on n'arrête pas de voir la coccinelle, au début de l'épisode en tout cas, on n'arrête pas de voir la coccinelle de Fatima en fond. Peut-être que c'est un hasard, peut-être qu'ils veulent juste appuyer là-dessus pour nous dire que là, Fatima, il faut l'observer parce qu'il y a un changement à son niveau. Je sais pas. Bref, ensuite, on voit Victor, Julie et Ethan qui arrivent pour regarder la catastrophe qui est arrivée dans la ville. Parce que bon, la voiture, elle est arrivée, elle est entrée dans la maison, ça a fait de la merde. Et là, Victor, petit salopard que tu es, on le voit en train de compter sur ses mains. Il regarde Ethan, il regarde machin et il compte. Bizarre. Là, Victor, en fait, là, qu'est-ce qu'il nous montre? Il montre qu'il sait que
il faut un nombre spécial dans la ville pour qu'elle continue à faire ceci ou cela, tu vois. Qu'il y a toujours un nombre qui stagne, mais dès qu'il y en a un qui part, eh ben, ils arrivent automatiquement. Quand il y a des cycles. Parce que c'est par cycle. Parce que lui, il a été seul pendant un long moment. Donc il sait qu'il y a des cycles. Il sait que quand il y a ces cycles-là, les gens, ils reviennent. Il touche, il regarde Ethan paniquer, parce que je pense que c'est à ce moment-là qu'il a deviné que le père était mort. Il a deviné que quelqu'un était mort et quelqu'un qui n'était pas là, parce qu'il y avait beaucoup de gens. Donc Victor, moi je mets une pastille sur ce gars parce qu'en fait il a trop de connaissances, c'est perturbant en fait, limite c'est... Tu dis que c'est pas un méchant quoi. Ensuite on a une petite scène avec la meuf de Christy là, qui dit ah ben c'est pas... Je pense que c'est une convulsion et qui a un lien avec cet endroit là, parce que c'est pas le premier à convulser bizarrement comme ça, la cause est surnaturelle. Bref, il y a beaucoup de gens qui ont convulsé à chaque fois qu'ils sont arrivés dans cette ville et ouais bizarre. Et je me dis, en fait, dans le bus, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un ennemi, en fait? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un mec qui s'est déguisé d'une manière ou d'une autre, qui a fait convulser Elgin, ou justement qui... Bref, je sais pas. Je mets une petite pastille là-dessus, bizarre. Je trouve que dans cet épisode, encore une fois, on fait beaucoup d'allusions à mais vous êtes plus comme avant, vous vous transformez en monstre, etc. On la voit avec l'interaction que Boyd a avec la connasse de blonde, là, qu'elle aille se faire enculer, elle d'ailleurs. Et à chaque fois, il y en a ce délire de ah, vous changez, vous vous transformez en monstre, vous n'étiez pas comme ça avant. Bizarre. Ma théorie, c'est je pense que il y a eu des, ouais, il y a des mecs qui ont sacrifié leur enfant et qui se sont transformés. Mais je pense qu'il y en a beaucoup trop. Il y a beaucoup de monstres différents. Et je pense qu'il y en a qui ont simplement été infectés ou transformés au fur et à mesure du temps. Quand ils perdent, je sais pas, peut-être leur espoir ou ceci ou cela, ils se transforment en monstres. Et je pense d'ailleurs aussi que c'est ce qu'a vu Randall, la meuf de Christie et Julie. C'est ça qu'ils ont vu. Parce que Randall nous a bien dit, ouais, la mort, c'est pas le pire qui puisse nous arriver. Pas pire que la mort, donc l'éternité, une souffrance éternelle. Souffrance éternelle, bon, on a un truc avec l'éternité. Moi, je fais le lien direct. Je pense qu'il se transforme en monstre et qu'il a vu ça. Et c'est pour ça qu'à un moment, il a été prêt à se suicider. Bon, bah, Boyd est totalement brisé. J'ai jamais vu Boyd comme ça. Peut-être un tournant pour la série. Peut-être qu'il va mourir aussi, parce que j'ai l'impression que personne n'est à l'abri dans la série. La Boyd au plus bas, plus d'espoir, etc. Peut-être que c'est pas un hasard si l'homme en jaune débarque à cette période-là. C'est parce qu'il sait que bah là, la goutte d'eau elle est arrivée, que ça fait déborder, et que c'est peut-être par Boyd que un carnage possible va commencer. Parce qu'il tient plus ou parce que je sais pas. Du coup, on voit aussi la maison des Matthews qui est hantée. Alors, ma théorie là-dessus, c'est que j'ai deux théories, une positive et une négative. Soit c'est Jim qui essaie de les contacter, parce que c'est bizarre qu'il y ait des trucs comme ça qui se passent alors que Jim vient juste de mourir. Et c'est des trucs plutôt gentils, une casserole qui tombe, une armoire qui claque, c'est plutôt des trucs chill. Ou soit c'est une entité qui commence à se réveiller dans les maisons parce que les maisons elles ont une existence, elles ont une genre d'énergie. On le voit dans des dessins où il y a des ombres autour de certaines maisons, comme s'il y avait une énergie qui les contrôlait. Et surtout en dessous, d'ailleurs c'est de là qu'attirent leur électricité, etc., d'en dessous les maisons. Donc il y a une énergie peut-être mystique qui est là, qui commence à s'énerver. Et aussi, les maisons s'écroulent toutes seules. Hein, quand, par exemple, t'habitais à creuser, la maison s'écroulait toute seule, ça n'avait aucun sens. Comme si c'était soit sa propre volonté, soit, je sais pas. Donc soit Jim qui essaie de le contacter, soit la maison qui part en steak, qui s'énerve pour je ne sais quelle raison. On voit encore, bah, du coup, l'homme en jaune avec sa valise fétiche avec cette tenue-là. Est-ce que c'est sa tenue à lui? Est-ce que c'est une ancienne habitante? Parce que la tenue me paraît quand même assez vieillot. Et je vois pas où est-ce qu'il aurait pu trouver ça. On a déjà entendu Victor dire par le passé que les monstres aimaient bien voler des trucs qui appartenaient bah, aux passants. Du coup, c'est forcément à quelqu'un. Je sais pas si c'est à quelqu'un qu'on a déjà vu par le passé. Je sais pas si la figure d'ailleurs qui prend la Sophia, si c'est une ancienne personne, je sais pas. Mais en tout cas, bizarre que la tenue soit comme ça préparée et elle fait vieillotte. Je pense que c'est une tenue du passé. Bref, bizarre. Je pense que l'homme en jaune, il dit que c'est sa période préférée parce que tout le monde va commencer à s'entretuer. Je pense que je pense qu'il a dit ça, que c'était son moment préféré parce que tout le monde va s'entretuer, parce que en fait, il a vu que le pilier du groupe, aka Boyd, a vu le monstre se régénérer dans le ventre de Fatima et qui perd espoir. Et que si lui perd espoir, tout le monde perd espoir. Donc c'est le moment où bah, l'espoir n'est plus et
ils vont tous s'entretuer. Donc je pense qu'il l'a deviné comme ça, pas parce qu'il voyage dans le temps. Et ensuite, pour le fait qu'il savait que la voiture allait arriver, je pense que ben, c'est qu'une confirmation du fait qu'il y a un nombre constant de personnes qui doivent être dans la ville pendant un cycle où il y a les réincarnations de bah, du coup Tabitha et Jade qui débarquent. Je pense qu'en tuant Jim, il savait que instantanément il y avait une voiture qui allait arriver. Donc il a fait ça, il a tué Jim, et ensuite il a attendu au bord de la route le temps que la voiture arrive. Et je pense que c'est comme ça qu'il a deviné. Sophia, moi je l'aime pas beaucoup honnêtement, je préfère quand il est en mode l'homme en jaune. Mais grosse folasse, rien de spécial à dire en vrai. Ah oui, qu'est-ce que je voulais dire sur Sophia? Je pense que l'homme en jaune n'est pas spécialement un chrétien de base, parce que c'est vrai que son personnage de Sophia est drôlement bien joué. À un moment, elle nous sort un verset de Jean tiré 5 de la Bible, comme si elle connaissait la Bible par cœur. Je pense que l'homme en jaune ne peut pas seulement contrôler les êtres humains par le toucher, en les faisant dormir ou quoi. Je pense qu'il peut aussi prendre les souvenirs. Et que s'il a autant de connaissances sur tout ce qui est le christianisme, enfin tout ce qui est sur la Bible, etc., c'est parce qu'il a dû voler une partie des souvenirs du prêtre. D'ailleurs, ça peut être une explication aussi sur le fait que Victor n'ait plus de souvenirs. Peut-être que ses souvenirs ont été volés par un monstre, soit l'homme en jaune, soit un autre monstre qui peut faire ça, et c'est pour ça que tous ses souvenirs sont perturbés. S'il n'avait pas fait ces dessins-là, il aurait tout perdu, Victor. Mais il a fait les dessins, du coup, peut-être que ça peut changer les choses. Oui, d'ailleurs, pour le truc de la maison hantée de Tabitha, il faut pas oublier que les mecs, on a compris qu'ils étaient constamment surveillés. Ça me rappelle aussi une scène où Jim était, quand il venait de sortir là, de débris de la maison et qu'il était hospitalisé. Et qu'il avait remarqué le panneau Exit clignoter juste devant lui. Ou simplement les radios qui s'allument toutes seules, hein, comme à des moments au hasard pour énerver ou quoi. Ils sont constamment surveillés, constamment ceci ou constamment cela. Peut-être par une entité invisible, peut-être par l'endroit lui-même, je sais pas, mais d'avoir un lien avec ça. Voilà, ça c'était la première petite analyse de l'épisode de la saison 4. Et puis voilà, bah, un plaisir à faire l'épisode 2, hein, ça va être cool. Si vous avez d'autres trucs, s'il y a des trucs que j'ai loupés, bah, faites péter l'équipe. Hein. Puis voilà, c'est cool. Abonnez-vous, comme ça je peux dépasser Squeezie.